entendu ce qu'il a dit? La fête est finie. Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin? D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment. Salut Flavie. Salut Alex. Eh ben, je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode de TechSource. Voilà. Pour ceux qui découvrent le podcast, je vais à la rencontre d'acteurs de la tech. Je leur demande de partager leurs sources de veille. À un temps, je disais qu'ils viennent partager leur stack. Donc aujourd'hui, Flavie, tu vas vider ton stack ou ta stack. Voilà, c'est au choix. Allez. Vrai ou faux, tu es une ancienne cadre dirigeante qui a dit adieu aux grands groupes internationaux pour plonger dans l'univers du freelancing et du podcasting. Vrai, truc de fou, mais vrai. Vrai ou faux, tu as fait tes études à Bordeaux. Vrai et faux. En gros, j'ai fait mes études à Bordeaux jusqu'en prépa et puis après je suis partie de mon petit terreau bordelais pour aller ailleurs. Je suis partie à Reims et après j'ai travaillé à Paris. Ok. Vrai ou faux, tu as un podcast qui délivre de véritables pépites aux freelances pour développer leur business. Le truc trop présomptueux pour commencer, vrai bien sûr. Absolument Mais c'est pas vrai. moi qui le dis, Je c'est les confirme. avis sur Absolument. Apple Podcast. Non, je confirme, c'est super. Donc, on peut rappeler juste le titre. Donc, c'est Le Board bien entouré, c'est ça? C'est le board et puis le sous-titre, comme j'ai choisi un nom de podcast un peu conceptuel, ce que je trouvais très malin au début, mais finalement, tu vois, c'est pas très pratique. C'est pas genre le podcast du freelancing, c'est le board parce que moi, j'étais dans un comex avant et je trouve que quand tu es indépendant, c'est ça qui te manque. T'as pas un directeur de la com, un directeur marketing, un directeur financier, donc tu dois faire tout seul. C'est pour ça que j'ai appelé ça le board, comme un peu un petit board que tu te reconstitues. Et donc, je mets un sous-titre pour que les gens comprennent. Et là, mon sous-titre du moment, c'est accélérateur de solopreneurs. Ok, super. Alors, vrai ou faux, est-ce que tu as été sélectionné parmi 100 personnes dans le monde par l'équipe de SpaceX et d'Elon Musk pour intégrer Starfleet Collective pour simuler les relations B2B à venir sur Mars? J'aimerais bien. Je pense que ça pourrait être un pivot, un développement possible. Écoute, ça s'appelle juste Fleet Collective et c'est juste un collectif de freelance, mais c'est une aventure vraiment, j'allais dire assez lunaire quand même, assez intéressante et donc on est 900 freelances, je crois maintenant, réunis par, Marie Robin, la founder de ce collectif. Donc moi, je suis active, member et co-founder et en fait, on développe vraiment des nouvelles façons de travailler, un peu futuristes. C'est pour ça qu'on se dit souvent: comment on va travailler dans 10 ans? Nous, c'est comme ça qu'on travaille. Par exemple, du travail décentralisé, par exemple, beaucoup d'usage des nouvelles technologies ou des outils modernes pour travailler, comme travailler en asynchrone et donc, par exemple, on travaille ensemble sur des projets alors qu'on n'est pas, sur le même continent, qu'on s'est jamais vus et on arrive quand même à délivrer des choses pour des clients donc, moi, mon projet du moment, c'est manager augmenté. Comment le management, va intégrer ces outils et ces nouveaux modes de travail au lieu de râler tout le temps que les gens veulent plus bosser ou que les Gen Zers, c'est impossible de les manager. Plutôt intégrer ça pour être prêt pour dans 10 ans à fonctionner comme un manager du futur. Augmenter avec la tech, c'est ça? Avec des différentes technologies émergentes qui arrivent? Ouais, pour moi, c'est augmenter un peu côté, augmenté par la tech, mais augmenter aussi par, tu vois, ces nouvelles tendances, ces nouveaux trends du futur du travail plutôt que de râler. Par exemple, les horaires libres, la synchronicité au lieu d'être un micromanager. Finalement, quand tu fais ça, ça t'augmente parce que tu gagnes plus de temps pour toi. Tu arrives à être moins stressé, tu fais plus confiance en ton équipe et enfin augmenté par le freelancing aussi parce que moi je crois que c'est un vrai tsunami qui arrive et donc si, le manager de demain un peu malin arrive à mieux travailler avec les freelances ou à travailler avec des freelances tout court, parce que moi j'ai fait genre, 13 ans de carrière en grand groupe, j'ai jamais, travaillé avec un freelance. Donc maintenant, si je revenais dans ma vie d'avant, je changerais 2-3 petits trucs, mais c'est sûr que j'intégrerais un petit pourcentage de freelancing dans mon équipe pour avoir ce petit côté un peu vivifiant, ou compétences externes au moment où j'en ai besoin exogène et un ça, peu, je pense ouais. que c'est un vrai exhausteur aussi, tu vois, de Ah oui. performance pour le management. Ok, super. Bon, on te connaît mieux, un tout petit peu mieux. On te connaît pas bien, mais on te connaît un peu mieux grâce à voilà, ce petit vrai ou faux. Là, c'est maintenant qu'il va falloir vider ton stack. Je crois que tu as fait tes devoirs. Je crois que tu nous as préparé c'est même pas un stack là, c'est une hotte de Noël. Je sais pas, mais bon, écoute, on va voir. Alors, la petite routine de ce podcast, c'est je
demande toujours à mes invités de présenter ce qu'ils ont sur leur home screen de téléphone portable. Est-ce que toi, tu as des choses plutôt classiques, plutôt originales? Elle ressemble à quoi ta home screen? Il est là. Alors attends, comme ça je vais pas mentir. Alors j'ai fait déjà une épure parce que j'avais vu qu'il Ouais. fallait mettre pas d'image de fond. Enfin, mon portable, le fond est noir, donc j'ai pas réussi à le mettre en noir et blanc encore, mais bon, je suis un peu en mode pas digital détox parce que je suis encore très tox, mais tu vois? Donc dessus, j'ai des trucs hyper classiques de boulot. J'ai beaucoup de trucs de podcast et de vidéos. Donc moi, j'ai mis mes dossiers par intention. Donc il y a un dossier qui s'appelle FOMO, où il y a tous mes trucs de réseaux sociaux où j'essaye de pas trop Ah, c'est aller. pas mal, c'est classé par. Ouais, ok. Il y a un dossier qui s'appelle Listen, où il y a toutes mes radios et mes trucs de podcast préférés, dont France Inter et Radio France, Spotify, et un truc de musique classique, Idagio. Donc pour écouter de la musique classique un peu par, on va dire par thématique. Mhm. Il y a Watch. Donc Watch, honte sur moi, mais j'ai tout, quoi. J'ai tout. Genre Canal+, Netflix, Arte, Ah ouais. T'es une grande Prime, consommatrice de OCS. contenu, quoi. Ah ouais, grosse consommatrice. Après, j'ai Shazam, parce que j'aime bien ça, découvrir plein de nouvelles musiques. ChatGPT, évidemment. Et j'ai Pokémon Go. Mais bon, tiens. j'avoue, je l'ai plus utilisé depuis un petit moment, mais j'ai été une hardcore fan pendant très longtemps, très late fan de Pokémon Go, et j'ai fait un nombre incalculable de rendez-vous téléphoniques en cherchant des Pokémon dans Non. Paris à l'époque. Ouais, si. Et après, j'ai mon appli Note que j'utilise en fait pour noter mes idées. J'ai pas trouvé mieux en fait. Au début, tu sais, je suis allée dans des trucs méga compliqués avec des méga Notion et tout. Mm. Et puis je suis revenue au basique, comme tu sais, Ouais, les mêmes pour ouais, moi. ouais, Genre, tu pars du basique, tu vas du hyper C'est ça. sophistiqué et tu reviens au méga basique. Et j'ai une calculette améliorée qui s'appelle Numérical, qui enregistre tes calculs. Comme ça, tu peux revenir dedans comme un peu un historique. Et ça me sert souvent en fait pour faire des petits business plans, des trucs comme ça à droite à gauche sur ma calculette. Je suis très chiffre. Et t'as mis ChatGPT sur ta home screen, donc ouais, alors moi je l'ai mis carrément, tu sais, dans la ligne du bas, et ça, là où il y a la ligne du téléphone, du SMS. Ouais, moi je l'ai mis là. Mais c'est marrant parce qu'on commence à vraiment voir ChatGPT arriver sur les premières pages, quoi. Hein. Ça devient indispensable, quoi. Tu utilises beaucoup, toi, histoire de digresser dès d'entrée de jeu, tu vois. Pas encore assez, mais je me mets vraiment des intentions. D'accord. Donc tu vois, j'ai commencé par l'acheter avant même de l'utiliser pour me forcer. Après, moi, j'ai beaucoup de processus de création de contenu, donc c'est sûr que c'est un usage évident. Mon mec l'utilise beaucoup aussi et me fait un peu des cours de geek. Et donc là, ce week-end, on était on était en grande conversation avec ChatGPT. Lui, il a mis ChatGPT avec une voix avec la voix qui est sortie. un peu stylée. Ah oui. Je sais Je l'ai pas pas ce que je dois testé, en celle-là. comprendre. Bon, bref. Il l'appelle elle. Donc c'est vraiment flippant. Enfin, on est vraiment dans Heure de plus en plus. Dans Heure, je trouve. ouais. Non, ça devient un peu bizarre, ouais. Écoute, super. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelques lectures, tes sources de veille, en fait, en termes de blog, newsletter? J'imagine que, bon, déjà, tu es une grande consommatrice de contenu, de podcast, mais en termes de sources écrites, t'as des choses intéressantes? Alors, possible. ouais, je pense que podcast, forcément, je t'en parlerai tout à l'heure, mais Ouais. j'ai quand même fait mes devoirs en me disant: «Qu'est-ce que je lis d'écrit?» Alors, dans Ouais. ma vie d'avant, je lisais quasiment que Harvard Business Review. Ouais, c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Ouais, et je le lis encore maintenant de temps en temps quand je vais prendre un train, et j'achète le magazine papier parce Ah qu'un oui. jour, j'avais entendu peut-être une futurologue ou quelqu'un spécialiste de l'innovation qui disait qu'il fallait encore acheter des magazines papier parce que c'était le seul moment où tu sortais de ta bulle de filtre. Et en fait, où du coup, les algorithmes ne pouvaient pas te présenter des choses qui étaient convenables par rapport à ton mode de pensée. Bon, même si Harvard Business Review, c'est quand même très conforme à mon mode de pensée, mais j'aime bien pour les études hyper riches, version anglaise, ou alors le magazine qui est la traduction de la version anglaise, donc hyper pépite et un peu impertinent parce que souvent, quand tu es manager, c'était vraiment des choses un peu qui te bougeaient un petit peu, voilà. C'est peut-être mon seul magazine que j'achète encore de temps en temps. J'avoue, j'en achète plus trop. Et après, je suis pas mal newsletter. Donc là, je les lis pas du tout régulièrement parce que, en gros, je pense que si tu as un peu une vie, tu as un travail, moi j'ai 2 enfants, j'essaye des trucs dans ma vie, genre aller au sport et tout, je trouve que c'est un peu dangereux de scroller. Les newsletters en font partie, donc
J'imagine que tes auditeurs, ils ont aussi des stratégies pour, tu sais, pour les dériver ailleurs. Donc, mais j'en ai quand même quelques-unes et de temps en temps, je me les batch un petit peu. Donc, j'ai Magma. Tu vois ce que c'est? C'est sur les signaux faibles. Racheté Ça, par, j'adore. par Matt Stéphanie, je crois qu'ils font partie de... Ouais, alors en plus, ils l'ont racheté. Donc ça m'avait intéressé de voir que des nouveaux médias peuvent se Peuvent se faire, revendre ouais. et se racheter. Je trouvais ça intéressant pour l'économie des nouveaux médias, moi, que je suis pas mal. Et moi, ce que j'adore, c'est le côté, ils compilent des signaux faibles et ils en tirent des informations de marché. Par exemple, je sais pas moi, le buzz des AirPods et donc le fait que les gens veulent se mettre plus de bouchons d'oreilles pour se préserver, etc. Donc ça crée des nouvelles idées de produits. Donc en gros, c'est typiquement une newsletter que tu lis quand tu cherches une idée de start-up. Et moi, ça m'intéresse aussi par rapport à Fleet Collective, par exemple, sur les signaux faibles, sur les RH, le travail et tout ça. Ça me donne un peu des indications de marché. Puis j'aime bien parce que c'est pas trop blabla, tu vois, c'est plus genre des signaux, vite fait décryptés, et puis point. Et après, c'est toi qui tires tes propres conclusions. Je crois que j'aime pas trop les trucs trop cousus de fil blanc, tu sais, où on te donne à manger la conclusion de l'article. Je préfère les choses un peu neutres. Un peu à la source, quoi. Un peu, voilà. Ouais. On donne, voilà. C'est ça. Après, il y en a deux autres que j'aime beaucoup sur plutôt la tech. Peut-être que tu les connais ou que tu les recevras. La première, c'est Marie Dolé, In Bed with Tech. Donc, on la connaissait, je crois, via Silicon Carnet aussi. Elle a fait aussi un rapport sur le futur du content qui m'avait intéressée. Et donc, sa newsletter, c'est vraiment pareil, un peu des sortes de micro-tendances qu'elle va développer pour un peu extrapoler et nous dire mais qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, celle-là, je la lis souvent. Je vois qu'elle poste le truc sur LinkedIn, souvent le week-end. Je clique dessus, je me bois un petit café, je la lis, j'aime bien. Une troisième que j'aime beaucoup, c'est Noémie Audron, j'ai un doute maintenant, mais Audron, je crois. Je ne connais pas. Et ça, c'est Futur, ça s'appelle. Et alors là, tu vas voir un peu pourquoi j'aime bien. C'est qu'elle fait elle écrit des petits romans un peu, pas dystopiques, mais en gros, elle imagine un futur possible sur la base des signaux faibles, sauf qu'au lieu que ce soit extrapolé juste pour donner des infos business, c'est plutôt une narration, c'est plutôt une petite histoire. Et donc, c'est marrant parce que Très typiquement, sympa. par l'imaginaire, un peu par la science-fiction, elle te fait te rendre compte de à quoi le futur pourra ressembler. Une espèce de Ces Black sujets, c'est Mirror. beaucoup... Ouais, c'est ça. Mais c'est pas trop dark non plus, tu vois. C'est voilà, elle est futuriste et donc c'est un métier que moi j'aimerais bien faire. Je pense demain, si je sais pas comment on fait, mais ça m'intéresse. Je trouve ça trop bien. Et donc, elle fait une pièce, des travaux sur, par exemple, la fin du contrat de travail, le fait qu'on serait tous polis, travailleurs, qu'on travaillerait pour plusieurs entreprises, qu'on aurait des relations de prestataires avec les entreprises. Donc ça m'avait intéressé par rapport au freelancing et comment ça évolue. Mais ça peut être aussi la gestion de l'eau, les pénuries diverses et variées dans un monde un peu, pas effondré, mais en tout cas climatiquement compliqué. Donc voilà, fille super smart et donc une agence de futurisme et d'innovation, donc forcément ça me plaît. Après, j'ai regardé direct. C'est une newsletter, ça? C'est une newsletter, mais je pense que tu connaissais, c'est une émanation aussi, enfin elle est un associé et je crois que leur autre newsletter c'est 15 marches. Ah oui, 15 marches, oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, ouais, ok, je vois plus classique sur l'écosystème. l'innovation. Et alors après, j'aime bien Laetitia Vito, donc tout ce qu'elle écrit sur le futur du travail. Sur le futur, parce que je trouve qu'elle est très smart. En plus, elle est très sympa. Je l'ai rencontrée. J'ai eu la chance de la rencontrer parce qu'on a bossé ensemble sur des conférences sur le freelancing. Et hyper sympa. Enfin, tu vois, quand tu rencontres un peu des gens comme ça, tu sais jamais si ils vont pas te snober ou quoi. Et en fait, pourquoi j'aime bien ce qu'elle fait? Parce qu'elle est très tech, elle est freelance, solopreneur, elle travaille pour des startups. Mais elle a un regard pareil, un petit peu sur, par exemple, les syndicats, la protection sociale, l'ubérisation des gens, le fait que la tech, l'IA, oui, d'accord, et alors les infirmières, tu vois, les caissiers. En fait, elle pense aussi, je trouve, le travail dans son ensemble et pas de que l'impact de les la cols tech. blancs. Voilà. Et donc, en plus, elle a un podcast qui s'appelle Nouveau Départ, qu'elle fait, je crois, avec son mec Nicolas Collin, qui est intéressant aussi. Et donc là, j'avais écouté notamment 2 épisodes qui m'avaient vraiment plu. Comment l'IA va transformer le travail, et donc on parlait de ça. Est-ce que en gros, finalement, l'IA va plutôt disrupter les cols blancs,
mais c'est pas demain la veille qu'on va avoir des infirmières Ouais. robots parce que c'est hyper compliqué à construire et tout, donc c'était intéressant. Et le deuxième, c'était sur est-ce que c'est la fin des startups avec tout le sujet, la fin de la hype, la difficulté à lever des fonds, tout ça. Donc, ouais, ça m'intéresse à titre perso, ça m'intéresse pour les clients avec qui je bosse. Et puis, c'est toujours smart, quoi. Donc là, on est sur quand même du contenu que tu consommes autour de tendances, prospectives, et puis Oui. aussi un peu plus large. C'est-à-dire, tu t'intéresses un peu à l'impact un peu de toute cette avancée, cette croissance technologique sur la société, quoi. Bah, c'est ça. Bon, plutôt sur le prisme du travail, hein, quand même, c'est Ouais. assez professionnel. Alors après, j'ai 2-3 mini, centres d'intérêt autres. J'ai un centre d'intérêt sur tout ce qui va être, médias, donc médias, nouveaux médias, creator economy, Ouais. puisque tu le sais, toi, tu es aussi là-dedans dans le podcast. Bah, à Ouais. partir du moment où tu commences à mettre un doigt Oh, bah là-dedans, alors là, ouais, c'est vrai que c'est passionnant. c'est de Ouais. super intéressant et je trouve ça intéressant parce que c'est une forme d'entrepreneuriat, Mm. c'est une forme de création, Complètement. donc ça mélange, 2 ou 3 trucs que j'adore et il y a beaucoup de jeunesse aussi, donc il y a des choses très surprenantes. Il y a beaucoup de c'est worldwide aussi, donc il y a des Américains, des Australiens et tout, donc c'est intéressant. Là, je suis, qu'est-ce que je suis? Alors pas mal de podcasts, mais il y a un truc qui me plaisait français, ça s'appelle Médiane. Médiane, c'est un studio, de création D'accord. de médias et c'est Ok. tenu par des jeunes et ils font des articles super intéressants sur, comment les médias se financent, comment les médias, développent l'interaction. Alors plutôt des médias traditionnels. Je les avais vus en table ronde D'accord. initialement et ils ont des fiches pratiques, tu vois, sur les médias, donc super chouette. L'évolution des médias en tant que telle, même si moi j'en consomme pas énorme, ça me parle. Ça me fait peur aussi des fois, tu vois, et notamment avec ces trucs d'IA, le fait que tout le monde peut s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Enfin, c'est quand même, il y a plein de côtés pas rassurants et je trouve que au-delà de décortiquer les modèles économiques, bah, c'est intéressant de voir comment ça évolue. Il y avait une émission avant sur France Inter qui s'appelait L'Instant M sur les médias. Mhm. Et pareil, je l'ai écouté par hasard complètement, Mhm. je sais pas, j'étais en train de faire du vélo et tout et j'ai trouvé ça passionnant, donc voilà, ce sujet média me plaît Et sur la et veille, juste pour faire la petite parenthèse sur le média et vas-y. creator economy, tout ça, c'est que si n'importe qui peut devenir un média en sa personne, tu vois, il y a quand même un énorme enjeu de savoir faire de la veille, parce que c'est faire de la curation de contenu, aller aux sources, croiser des infos. Finalement, si chacun s'exprimait, enfin, il y a une saturation en quantité de contenu aujourd'hui, Mmh. rendue possible parce que chacun peut s'exprimer et chacun peut devenir un média, mais il n'y a pas forcément une saturation en qualité. Et ça, moi, ce que je vois, c'est cette capacité à passer du bruit au signal à l'échelle personnelle. Mmh. C'est ça l'exercice en fait qui est demandé, et c'est compliqué. Tout le monde ne réussit pas ce tour. Enfin, toi, tu réussis plutôt bien. On arrive avec ton Mais podcast à avoir beaucoup de signal. mais tu as raison, en fait, moi j'avais reçu aussi une journaliste, Paulina, Jonquière-Doriola, qui m'avait expliqué dans le board comment devenir un solo média parce que moi c'est aussi mon prisme. Je dis aux gens: «Exprimez-vous», c'est-à-dire, au lieu de scroller Ouais. bêtement, bah, commencez à créer des choses. Mmh. C'est comme ça que moi j'ai commencé le board. J'avais remplacé, mon temps d'Instagram inutile par, 1 heure par jour pour écrire un article sur le leadership au départ, tu vois? Il y a 3 ans et c'est devenu finalement, quelque chose de plus grand que ça et elle m'avait dit: «Ben, un média, déjà c'est pas un seul avis quoi, c'est croiser ses Mmh. sources et puis c'est mettre Mmh autour de mh. la table plusieurs experts et puis après c'est des techniques aussi, d'interview et et après c'est des points de vue et bien sûr un style». Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses à avoir et je pense qu'il faut bien avoir ça en tête entre un solo média, un vrai et puis un influenceur. C'est pas tout à fait, la même vocation derrière et le même temps et du coup, bah, quand tu fais un vrai solo média, bah, ça te prend quand même beaucoup de temps parce que faut que tu croises tes sources, faut que tu fasses beaucoup de travail et après d'ailleurs, c'est ça que je me dis, c'est que quand tu te mets à écrire ou à créer, bah, tu as moins de temps pour consommer. Donc il faut que Ah tu oui. sois efficace, mais sans te mettre des œillères non plus, sans rater les infos. Ouais, c'est vrai ça. Donc voilà, moi, c'est un peu tout mon enjeu, c'est j'ai fait des phases où je m'inscris à beaucoup de trucs, après j'ai lag, Mmh. je supprime et aussi il y a peut-être 1 an, j'ai vraiment changé toute ma stack. Avant, j'étais très, dirigeant, management, Mmh. start-up, business model, tout ça et comme maintenant je suis de plus en plus futur du travail, soloprenariat, creator economy, ben, voilà, à un moment j'ai dû faire le ménage et j'ai dégagé tous mes trucs d'avant, sniff, même ceux que j'adorais. Genre, de mes newsletters préférés, c'était Harvard Business Management Tip of the Day, donc tous les Mmh. jours un conseil de management. Elle est géniale cette newsletter
Mais en fait, maintenant, elle me sert plus à rien parce que moi, je veux pas manager de gens, je veux Oui. travailler que avec des freelances et être solopreneur. Donc, voilà, bye bye. Et puis maintenant, j'adapte un peu ma stack en fonction de ça. Et du coup, j'ai un autre truc à recommander aussi. Ouais. Donc, je t'ai parlé de la creator economy. Alors oui, dans les nouveautés récentes, Discord est devenu pour moi une source de veille. Je m'y attendais pas. Quand j'ai Ouais. rencontré ce collectif au départ Web3, du coup, Fleet, il y a un Discord et dessus, il y a des canaux d'échange sur tous les articles de geeks sur l'IA et le Web3. Et ça a été ma source incommensurable de technicité, mais aussi très à propos sur ces sujets, parce qu'il y a tellement de bruit en la matière, et tu parlais de filtrer. Je trouve que quand c'est un développeur qui poste un truc ou quelqu'un d'autre qui poste un truc, en gros, il y a un peu la garantie que ça a été lu, que c'était bien et que c'était intéressant par rapport aux autres papiers qui sont sortis. Donc moi, ça m'a énormément aidé et on a même fait une base de données avec 100 ou 200 articles pour, par niveau, soit te lancer dans le Web3, soit intermédiaire, soit expert. Ouais, c'est et le fait que tu utilises Discord pour consommer, pour faire de la veille, t'es pas trop pollué par cet outil parce qu'il y a quand même beaucoup de notifs. Enfin, c'est en termes d'attention à avoir sur. Que c'est intéressant Discord, mais c'était comme Slack à l'époque. Hein, t'avais 18 teams sur la gauche et. Ah ouais, horrible. Alors moi, pareil, je suis radicale sur ça. J'ai 0 notif sur rien, mais vraiment rien. Ouais. J'ai même pas de notif T'as sur tout mes coupé. mails. Donc, désolée, j'en oublie plein et tant pis. Donc, j'ai 0 notif. Et donc, Discord, pareil, je l'ouvre de temps en temps et je vais, au moment où j'ai le temps, où je me dis, tiens, là, j'ai une demi-heure, j'ai envie de me renseigner, je vais aller consommer les articles dont j'ai besoin, en fait. Ouais, mais tu sais, moi, pendant le confinement, je crois que j'ai utilisé les communautés comme des sources d'infos, en fait, parce que c'est là où t'as des communautés de pratique, et les communautés de pratique, elles gèrent une knowledge qui quali par définition, parce qu'en fait, t'as des cycles de questions-réponses qui sont rapides, et c'est vrai que je faisais beaucoup de veille. Je le fais moins maintenant. J'ai essayé Discord, mais je pense que ça reste quand même des puits et des trésors d'infos, un peu comme Twitter, quoi, finalement. Mais différent, parce que du coup, tu peux aller à une proximité dans les communautés en ligne, quoi, ok. Et donc ça, c'était tous tes contenus de type un peu lecture. Ouais. Et il y en a une dernière, je te rajoute aussi, donc quand par exemple j'ai des missions précises sur un truc ou des projets, tu vois, les projets, des fois ils transcendent pas notre carrière, ça va être pendant 6 mois. Par exemple, quand je suis devenue freelance, je me suis mise à faire de la prospection, de partenariat un peu de haut niveau. C'était une nouvelle fonction qui n'existait pas trop. J'ai trouvé la newsletter française, la seule qui existe sur le sujet, tu vois, et donc je m'étais abonnée, j'avais écrit des articles pour eux. Enfin, c'était vraiment très, très technique sur des techniques métiers. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que il y a forcément une newsletter ou un podcast qui parle exactement de votre métier. Ouais. Et en fait, ça, c'est trop intéressant de l'écouter. Et souvent, d'ailleurs, c'est le genre de podcast où tu es dégoûté quand ça s'arrête ou quand le mec prend 2 mois de vacances parce que il n'y a pas d'autre alternative, en fait. Donc, c'est vraiment des podcasts ou des newsletters hyper, hyper niche. Ouais. Et sur tout ce qui est vidéo, show, des émissions que tu suis. Alors j'imagine t'en as Alors, pas mal. On parle des podcasts là, c'est ça? Ouais, alors tu vois, moi j'aime bien dire les émissions, parce que finalement aujourd'hui podcast ça devient vidéo aussi. Ouais. Mais oui, disons déjà podcast, et puis après si t'as des émissions sur YouTube. Alors moi je suis pas du tout émission. c'est marrant. Je pense que je suis complètement passée. Ça y est, je sais pas si c'est le côté approche de la quarantaine, là où je me rends compte que ça y est, j'ai commencé à avoir un gap technologique avec des trucs. Donc typiquement Twitter, j'étais très active dans ma vie d'avant, jusqu'à ce que LinkedIn devienne un peu Twitter. Et après, j'ai complètement lâché. Et maintenant, pour y revenir, c'est impossible. J'ai perdu les codes, je comprends plus rien. Vraiment, c'est assez fou. Je pense que si je voulais m'y remettre, il faudrait que quelqu'un, limite, m'aide à m'y remettre. Et bah, pareil, YouTube, je l'utilise pas trop. Donc moi, c'est très, très podcast. Et aussi, tu sais pourquoi? C'est parce que je suis très, très connectée. Je fais des lives tout le temps, des podcasts toute la journée, des visioconférences. Donc, le podcast, c'est une activité sans écran. Eh oui. Donc, soit je vais marcher, je me mets un podcast, soit je me mets un AirPod sur 2 sur mon vélo, tu vois, pour quand même pouvoir écouter la circulation et pas avoir d'accident. Et donc, c'est vraiment pour moi une activité nomade.
et je l'adore cette activité parce qu'en gros ça me force à faire aussi des trucs pas rester chez moi. Donc mes pépites podcast, c'est déjà le truc auquel personne pense, c'est moi maintenant quand je cherche un truc pour m'informer ou me renseigner, je vais dans mon app de podcast, moi maintenant c'est Spotify que j'utilise, je tape le titre ou le sujet et je cherche podcast. Et en fait là, grâce à ça, je découvre des nouveaux podcasts qui sont hors bulle de filtre. Par exemple, je vais chercher DAO, voilà. Donc, et puis ça va m'afficher des épisodes. Ça me permet d'en découvrir. Donc en gros, c'est mon moteur de recherche numéro 1, c'est plus YouTube, c'est les podcasts. Les podcasts, ouais. Je trouve que les podcasts, en fait, peut-être que c'est un biais, mais comme il n'y a pas l'image, ça se concentre plus sur le fond. C'est plus open aussi aux personnes qui n'ont pas de budget, mais qui ont des choses à dire, mais qui ne sont pas ni belles, ni avoir une belle vidéo, machin, dont on se fout au final sur les compétences, tu vois. Donc voilà, mon critère, c'est podcast, c'est la meilleure knowledge possible, la plus filtrée, quoi. Il y a que le fond, finalement, dans le podcast. Et il y a même plein de podcasts où il n'y a pas forcément une bonne qualité sonore, mais c'est pas grave. Alors, ce que j'aime bien, c'est A16Z, je sais plus comment on dit, A16Z. C'est ça, en fait, les Français le prononcent pas, ils le lisent. Oui, c'est ça. Andreessen Horowitz, c'est ça. Donc, c'est ça, ouais. Le podcast de son fonds d'investissement. Ça m'avait été conseillé à l'époque, il y a peut-être 3 ans, par Johan Lopez. Donc, comme quoi, j'aime bien aussi qu'on me conseille des podcasts, un peu comme les livres. Tu dois respecter la personne qui te conseille et du coup, tu vas écouter le podcast ou lire le livre parce que c'est cette personne-là qui te l'a conseillé. Donc ça, c'est très business, c'est les tendances, les macro-trends, les chiffres et des trucs assez techniques. Tu vois, le dernier que j'ai écouté, c'est pourquoi l'IA et le Web3 vont merger et à quoi l'un va servir à l'autre. Tu vois, donc c'est quand même assez fat à écouter, mais c'est bien. C'est en anglais, par contre. Après, j'avais écouté beaucoup de podcasts de solopreneurs. Mais finalement, j'en écoute pas autant que des podcasts fiction ou quoi, parce que le board, au début, je l'avais créé, tu vois, c'est pas du tout une copie d'un truc américain, c'est un truc que j'ai créé from scratch. Donc, j'étais pas trop influencée et je veux pas non plus être trop influencée. Parce que le problème, c'est que si t'écoutes que des podcasts de ton domaine, tu vas avoir envie de traiter des mêmes sujets ou quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, j'en écoute quand même. Plutôt des solopreneurs américains qui sont complètement ouf, qui ont complètement assumé le fait qu'ils n'ont pas à s'excuser de faire ce mode de vie et qui te parlent de chiffres, qui décortiquent tout en toute transparence. Je pense que tu fais ça en France, tu te fais démonter parce que tu passes pour un connard et tout le monde te déteste. Donc, voilà. Mais c'est récent, cette tendance solo, là. Ça arrive maintenant, mais pendant le confinement, c'était évanescent. Il y avait beaucoup de choses qui venaient des États-Unis et qui explosaient aux États-Unis. Là, finalement, on est en 2023, quasi 2024, et c'est encore timide, je trouve, quand même, cette idée de solopreneur. C'est timide. Pourtant, moi, qui suis dedans, c'est sûr que ça peut que exploser, si tu veux. En fait, ça croise des macro-trends du boulot. Genre, en fait, les gens... J'avais écouté des podcasts, justement, Futur du travail, sur le fait que, déjà, le remote, le fait qu'on soit en télétravail, c'était le début de l'ère de l'insubordination. C'est-à-dire que le manager peut plus contrôler les personnes de son équipe parce qu'elles ne sont plus dans son bureau. Tout ça, l'insubordination, on le voit très bien. On veut faire ce qu'on veut, on veut pas être micromanagé, on veut plus appartenir à la même entreprise, on veut bosser sur les projets de nos choix, de notre choix, avec les collègues de notre choix. Donc ça tend vraiment vers le travail en solo. Et après, le côté solopreneur, scalable, tout ça, les gens commencent... De temps en temps, je vois des critiques, mais j'ai envie de rappeler quand même que l'énorme majorité des freelances, c'est la précarité. Donc, en fait, si c'est être libre pour être précaire, finalement, tu n'es pas libre. Donc, moi, j'ai envie que ça soit la liberté émancipatrice, mais aussi qui permette quand même de se rémunérer. Donc, je trouve que c'est important, d'où la calculette, d'avoir des mécanismes, en fait, des méthodes pour financièrement aussi pouvoir être indépendant et en tout cas vivre convenablement sa vie par rapport aux critères que tu fixeras. Mais moi, ce que j'ai bien aimé quand je t'ai découvert, c'est vraiment t'es vraiment en veille, tu vois, sur le sujet du freelancing et donc du coup, ça donne beaucoup de valeur à tous les autres qui veulent se lancer. Moi, je me suis lancé il y a 2-3 ans. Je savais pas trop si j'allais faire du freelancing, vendre mon temps, faire du produit et tout machin. Vraiment, c'est en t'écoutant ou en écoutant des gens comme toi. Il y en a pas beaucoup en France. En écoutant beaucoup des anglo-saxons, mais en France, tu crèves à entendre des gens qui ont une analyse critique sur ça, quoi, sur le solopreneurship, sur des gens qui sont en veille, qui croisent des infos.
Est-ce que toi, comme tu es au croisement, au carrefour de tout ça, c'est quoi l'insight que tu peux nous donner sur le solopreneurship et le fait de pouvoir en France scaler un business? Aujourd'hui, on est quasiment fin 2023. Ton pronostic, c'est quoi? Il est plutôt OK, ça va arriver, il faut être patient d'ici 1 ou 2 ans ou? Non, moi je le vois déjà. C'est-à-dire le côté, un peu irrésistible du freelancing pour plein de métiers mais peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire pour le côté, comme le burn-out, comme, les risques psychosociaux, un peu le côté «j'en ai marre du salariat» et donc ça malheureusement dans ma vie d'avant, j'étais manager. Je me sens vraiment, responsable au titre de toute la classe managériale où je pense que c'est indispensable de continuer à faire beaucoup d'efforts sur le management parce que c'est pas normal qu'on dégoûte, les gens dont on va avoir besoin pour mener nos entreprises donc voilà et du coup, moi, j'oppose pas du tout les 2 parce que je trouve que partir vers le freelancing parce qu'on en a marre du salariat, c'est pas forcément une bonne motivation. En tout cas, il faut vite se réconcilier parce que quand tu es freelance, tu bosses quand même avec des entreprises, tu bosses pour les mêmes managers que peut-être ton manager avant donc voilà, moi, j'ai tendance à dire déjà dans la cour d'école de gna gna gna, c'est nul le salariat, c'est mieux d'être freelance. Pour moi, c'est un continuum, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait faire les 2. On pourrait d'ailleurs combiner freelancing et C'est salariat ça et à l'avenir mon pour avis, toi? c'est très bien. C'est ça, c'est Ouais, l'hybridation en fait ça je des pense 2 que d'ici ouais, OK. ça, c'est un signal que je vois bien, Mmh. parce que, du coup, imagine que tu fasses la semaine de 4 jours Mmh. et que le 5e jour, tu fasses freelance Mmh. et en fait, c'est parfait. Tu rigoles bien en faisant freelance, tu apprends plein de trucs, ça décharge l'entreprise de te former sur des nouvelles Ouais. choses en plus, donc c'est Mmh. pas plus mal Mmh. et tu gardes ta sécurité financière et tu as un peu moins de pression parce que tu te dis: «Bah, voilà, il y a Mmh. pas que mon CDI, il y a aussi ce métier-là». Donc ça, c'est une des tendances et voilà et Mmh. après l'autre tendance, enfin, tu vois, c'est pour ça que les médias, ça m'intéresse, c'est que forcément, si on a 22 ans et qu'on se met freelance, on va gagner plus Mmh. que quand on était Mmh. en CDI et quand on a 38 ans, qu'on a été dirigeant et qu'on se met en freelance, c'est compliqué de gagner plus parce que je sais pas, faudrait gagner si tu gagnes 100 000 balles par an, faudrait gagner 300 000 balles de chiffre d'affaires en solo. Donc moi, Ouais, la mon messe est dite, propos, quoi. c'est aussi En fait, le ouais, calcul non, mais fait que c'est ouais, tu captes très vite à c'est ouais. Mmh. c'est pour ça que moi, je m'adresse aussi à un freelance, marché secondaire, j'ai envie de dire. C'est celui qui se freelance après 40 ans, Mmh. hem, après une belle carrière parce que, comment tu fais pour réapprendre à faire des choses toi-même, quand tu as été manager? Ça sert à rien. Moi, j'étais Mmh. manager de 600 personnes, mais c'est pas ça que je fais en freelance parce que personne n'a besoin d'un manager de 600 Mmh. personnes en freelance et du coup, comment tu fais pour être malin et utiliser ces compétences pour développer des revenus Mmh. complémentaires, scalables et tout et pour moi, c'est tout l'enjeu parce Mmh. que je dis pas que c'est impossible de vivre 100 en freelance quand tu as 40 ans ou 50 ans et du coup, en deuxième partie de carrière, vu les besoins financiers, vu ce que tu dois supporter, ta retraite et compagnie, c'est quand même judicieux de penser diversifier et donc moi, je vois bien ça aussi, c'est-à-dire le freelance plutôt jeune, le Ouais. freelance, middle carrière ou fin de Qui carrière investit, qui et utilise ça comme un moyen d'investir un peu sur la suite, quoi. Mmh. voilà, peut-être pareil, il le fait en combinatoire avec d'autres missions, point d'interrogation, mais ça va être une tendance en fait. Le freelance de 22 ans digital nomade, c'est déjà plus la norme. Je crois que Non la plus. moyenne d'âge, c'est déjà 39 ans, donc Ah ouais, ah tu tiens, vois, je et à savais mon avis, ça pourrait tard, hein. encore Ouais. vieillir cette Mmh. moyenne d'âge. Bon, hyper intéressant. Je vois que l'heure tourne, alors du coup, on est déjà à Vas-y. beaucoup de stacks. Oui, donc du coup, on était en train de parler de podcast, donc tu Yes. as Alors, Silicon Carnet, on s'est rencontrés comme ça, ouais, super podcast. donc Alors là, pour le coup, sur la veille, on peut pas être plus au top. C'est c'est la veille depuis San Francisco de toutes les tendances de tout ce qui se passe dans la Silicon Valley, quoi. ouais, mais tu vois, mon mec écoute des podcasts de tech, classiques et moi, j'accroche moins parce que je m'en fous de la veille, un peu les Mmh, derniers mmh, objets et tout. Moi, ça ouais, m'intéresse pas en fait mmh, le côté, téléachat du dernier iPhone. Je suis pas le genre mmh, de personne qui regarde la dernière keynote et tout. Par contre, le côté Silicon Carnet, se poser la question un peu poil à gratter de qu'est-ce que ça va impacter comment ça mais va oui. impacter nos vies? Mmh, mmh, Est-ce que du coup, je vais travailler depuis mon salon, mmh, avec mon Vision Pro ou est-ce que ça me plaît plus. Donc tu vois, moi, c'est le côté un peu plus sociétal qui me parle. mmh mh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après, j'écoute beaucoup de podcasts non business, mmh mh. de plus en plus d'ailleurs et ça me surprend parce qu'au début, j'étais très, geek, première de la classe à écouter tous les podcasts de ma niche et tout et là, maintenant, de moins en moins et en fait, ça me fait trop du Ouais, ça bien fait du et je bien. pense que j'assume ce côté-là dans ma vie, dans ma carrière que j'ai toujours eu.
toujours très créatif, besoin d'aller voir des expos, d'aller au ciné, d'aller voir des concerts à droite, à gauche. Et en fait, c'est vraiment dans mon process de maturation. Et là, je peux te donner 2-3 exemples. Par exemple, qu'est-ce que j'écoutais ? Alors, j'écoutais beaucoup Augustin Trapenard à l'époque, Ouais. ça c'est sûr. J'adorais. Comment D'ailleurs, j'ai gardé un petit truc qu'on mettra dans les liens, c'est la question Trapenard, c'est génial. C'est les questions un peu what the fuck auxquelles qu'il crée pour son occasion, et en fait, on peut les réutiliser pour faire des interviews ou alors pour animer une formation. Donc, c'est hyper drôle. J'ai écouté L'Heure Bleue, c'est pareil, c'était une émission de France Inter avec des artistes, des intellectuels, et là, pareil, ça très surprenant en fait. C'est pas du tout le genre de questions que t'attends, ni le genre de réponse que t'attends. Du coup, je trouve qu'il y a un côté très, très innovateur chez ces intellectuels et ces artistes qui sont souvent complètement décorrélés de la nécessité de revenus dont je parlais précédemment. Donc, ça les rend très libres d'un point de vue interprétation du réel et tout. Donc, ça me fait beaucoup de bien. Et un troisième, non 2, la série documentaire sur France Culture. Donc, c'est des épisodes, 4 épisodes assez longs sur des tendances. Donc, ça peut être tout, la techno, l'agriculture, la grossophobie, donc vraiment des trucs de société. Et mon préféré, un peu coupable, c'est PIC TV. PIC TV, c'est un podcast sur les séries. Comme je regarde beaucoup de séries, j'adore ces deux filles, les deux filles de Slate. Et donc, c'est hyper bien, elles décortiquent des séries. Pas forcément les plus modernes, mais certaines, oui. Et puis, elles vont des séries qui lui ont plu ou pas. Et puis, du coup, moi, ça m'a donné des bonnes idées de séries à rattraper et à regarder que j'avais jamais vues, quoi. TV, tiens, ça, je vais le mettre dans ma playlist, ça. Des tools, des softwares, des logiciels, tu dois en avoir un sacré paquet. Moi, ce que j'aime bien comprendre et savoir ainsi côté invité, c'est les abonnements payants qu'ils ont aussi. Parce que ça fait vraiment la différence. On peut dire, ouais, j'ai une stack de 10 000 outils, mais en fait, finalement, ceux qui t'apportent le plus de valeur, c'est ceux où tu sors la carte. Donc, t'as raison. Je vais me mettre sur mon petit Excel où j'ai mis ce que je paye. Un jour, j'ai fait cet exercice pour moi-même, tu vois. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de demander à chaque fois ça. Et Alors, tiens, j'en ai 3-4 là qui seront peut-être pas mal. Donc, le premier que je paye qui me coûte le plus cher, je crois que c'est Sales Navigator sur LinkedIn. Ah ouais, c'est cher. Franchement, c'est basique, mais c'est hyper bien parce que tu peux trier les entreprises par chiffre d'affaires, par nombre d'effectifs, chercher les gens. Donc, moi, je l'utilise beaucoup pour quand j'ai besoin de prospecter, on va dire. J'ai Nuta, N2OTA. Donc, ça, c'est assez récent. C'est une IA. C'est un logiciel de transcript de réunion et de podcast. Donc, à la base, j'ai découvert pour le podcast et j'ai vu que ça faisait des trucs de fou pour les réunions. Ça analyse le sentiment des gens pendant la réunion, le nombre de questions que tu as posées. Ah oui, ça va loin. C'est pas juste la parole. Ah oui, d'accord, ouais. Super. Donc ça, pour les managers, c'est, je pense, hyper bien. Et d'un point de vue transcript, c'est le meilleur que j'ai trouvé. En français ? Français, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ok. Après, comme toutes les IA, ça peut coûter un peu cher parce que si tu enregistres tous tes meetings et tout, je crois que c'est des crédits. Et ça, c'est très bien. Deux petits derniers, allez. Texte avec un S à la fin. Donc ça doit coûter 10 € par mois, je crois. C'est un logiciel d'agrégateur de messages Discord, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, je crois. Texte, j'en ai entendu parler vite fait, oui. Donc ça te fait une boîte mail unique avec tous tes messages. Et moi qui suis pas mal multicanal, parce que les gens, je me rappelle plus en fait où ils m'ont écrit. Tu sais, ils ont répondu à une story ou alors ils m'ont écrit sur LinkedIn. Je sais qu'on se parle, mais je sais plus où. Ouais. Donc là, tu cherches le nom de la personne, donc c'est assez cool. Et tu peux mettre des tags aussi. Et un petit dernier que j'aime bien, Add Event. Donc Add. Calendrier, super calendrier, ça, non ? Et ça me permet de créer des séries de calendriers récurrents. Ouais. Les gens s'abonnent à ton agenda et en fait, ça les notifie. Et donc, pour mes bootcamps, pour les futures conférences que je vais faire et tout ça, au lieu d'envoyer, tu vois, des events à l'unité, c'est très pratique pour gérer des events de groupe. Donc, voilà, un truc un peu geek du moment, je crois. Ouais. Et Add Event, c'est très, très bien pour ça. C'est gratuit. Tu connaissais ? Ouais, je connaissais. Un temps, tu sais, pendant le confinement, quand il y avait beaucoup de live stream ou de virtual event, je sais plus comment on appelait ça, les webinars, tout ça, les gens, on savait plus comment les notifier, quoi. Est-ce qu'il fallait faire partir un mail, une newsletter et tout. Finalement, j'ai découvert ça, qui est vieux, hein. C'est un truc qui se pluguait à WordPress au début. Ouais, je confirme, c'est topissime. Donc ça, c'était payant, c'est ça ? Alors, j'ai ChatGPT aussi, payant. Ouais.
que j'utilise pas encore trop. Enfin, si, mais je vais essayer. Là, hier, j'ai paramétré les préférences et tout ça. J'ai Oui, rajouté des plugins. d'accord. J'ai vu qu'il y avait un plugin Canva, donc j'ai hâte de tester. Oui, Canva, c'est un j'ai des testé payants que hier. j'utilise le plus. Mmh. Ouais. Ça fait quoi alors avec? Ça te donne alors ça te fait pas la slide ou ça te dessine pas, mais ça va te pointer vers un modèle de template qui est adapté au texte que tu lui donnes. C'est à mi-chemin pour l'instant. Moi, je trouve que ça OK. pourrait aller plus loin, mais bon Bon, début. on va voir ce que ça donne. Et donc Canva, moi j'utilise pour tout maintenant. J'ai fait du montage vidéo dessus, je fais des prêts C'est vrai que c'est clients, complet, je hein. fais mes vignettes pour les réseaux sociaux, c'est assez ouf. Et j'ai vu aussi le studio magique qu'ils ont. Donc là, j'ai vu que maintenant tu pouvais transformer des types de documents en un autre type de document, par exemple blog post, carousel, tout ça. Donc ça, j'ai envie de le tester. Et ouais, je pense que ça va être pas mal. Et après, peut-être mon dernier investissement qui est pas une machine, mais je pense que c'est important de le rappeler aussi. Il y a pas longtemps, j'ai décidé d'investir dans un assistant virtuel, enfin qui est en fait une vraie personne. Et donc c'est des gens qui t'aident quoi dans ton business. Et donc ça coûte à peu près, ça c'est variable, mais on va dire 400 ou 500 € les 10 heures de travail. Et ça, bah, c'est très courant chez les solopreneurs, mais ça l'est pas trop encore chez les salariés, par Mmh. exemple. Mais si moi je revenais dans ma vie d'avant, je pense que je prendrais un assistant pour m'aider à faire tous les trucs merdiques que j'avais à faire dans mon boulot, genre programmer mes déplacements, envoyer les ordres du jour de réunion, enfin plein de trucs. Donc je prendrais ChatGPT plus un assistant. Et du coup, j'aurais plus de temps pour manager vraiment les gens ou faire des trucs vraiment cool Produire, dans ouais. mon métier. Et je retrouverais un peu plus de temps créatif dans mon métier, quoi. OK. Bah, écoute, c'est super complet. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. On a déjà quand même pas mal de sources. On va tous aller creuser. On va finir sur quoi? Peut-être sur les people to follow, les gens que tu suis pour rester en veille dans ton métier. Alors, t'es très LinkedIn, hein, c'est ce que tu nous dis. T'es pas Ouais. Twitter. J'en Donc, ai pas trop, je vais te décevoir. Enfin, ouais. tu vois, Ouais, cette c'est ce que tu question, disais. Tu t'essayes de pas trop être niche ou être enfermé dans ta niche. T'essayes de plus t'aérer, quoi. ouais, en gros, je pars plus d'un sujet, d'un content que du creator, parce que je trouve qu'après, il peut y avoir vite l'effet. Après, il y en a que j'aime bien, tu vois, genre comme Carlos Diaz ou voilà, mais j'ai pas trop ce côté midinette. Et d'ailleurs, même quand on me disait quels sont les entrepreneurs que vous en admirez, ben moi, j'admire pas les entrepreneurs. Enfin, je m'en fous, tu vois, je fais ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai jamais été trop en mode je veux entreprendre pour être comme lui ou pour être comme Oui, elle. oui. Donc, ça paraît un peu bizarre ce que je vais te dire, mais non, je suis pas forcément trop attachée. J'aime bien si ben, les intellectuels, les artistes, les personnes que je t'ai citées, les creators là du début, tu vois. Et J'essaye de faire attention tu suis à peut-être suivre des femmes aussi un petit ah peu, oui, voilà. oui. Mmh. Bon, ça fait partie des critères. Enfin, après, il y a plein de critères, mais de suivre des personnes un peu diversifiées, enfin, j'essaye. Oui, ne pas être trop niche. Et tu suis peut-être des scientifiques ou je sais pas, des stars, des gens en particulier qui. Tu parlais d'Augustin Trapenard tout à l'heure. Ouais. Ouais, non, bah, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? Il y a un écrivain que j'adore, même si franchement, il est vraiment anti moi sur plein de trucs, hein, notamment sur le Web3 et tout. Heu, c'est Damasio, heu, Alain Damasio. Donc je sais pas si tu connais? Il Et écrit non. des romans un peu d'anticipation, enfin voilà, et je trouve ça hyper intéressant ce qu'il écrit. Donc c'est une grosse tronche, mais il est très pour la déconnexion, il dit que tous les smartphones nous rendent complètement débiles et tout. Voilà le genre de personne que je vais suivre. Et quand je m'étais installée à Nantes, je vois qu'il fait une conférence à l'université de je sais pas quoi, La Roche-sur-Yon, machin, sur ça. Boum, j'y suis allée. J'ai pris le train. Ouais. Je suis allée voir sa conférence. C'était absolument passionnant. Je suis revenue. Donc voilà, je vais aller voir un peu des trucs comme ça. Il y a une salle aussi à Nantes qui est géniale, qui est une salle de concert mixée avec des initiatives sur les arts numériques, Mmh. assez geek, qui s'appelle le Stéréolux. Et de temps en temps, je vais sur leur site et je m'abonne à des trucs comme ça un peu par hasard. Donc un jour, j'ai participé à une journée sur d'art numérique, je savais pas ce que c'était. Là, j'ai pris des conférences un peu d'histoire de l'art, sur différents sujets. Donc tu vois aussi le côté conférence physique avec des gens un peu inconnus, enfin inconnus, sans doute c'est des gens très connus dans le domaine, mais moi je les connais pas. Ça va peut-être plus me plaire. Ouais. Non, mais c'est hyper Et après intéressant. si, Mmh. il y a des féministes que je suis. Ah. Heu, enfin que
Je me suis dit, c'est quand même fou que j'ai attendu 30 piges ou 35 ans avant de lire des femmes comme ça, quoi. Donc, par exemple, Virginie Despentes, que j'ai Oui. lu super tard. Mm. Et quand je l'ai lu, donc j'adore lire les romans et tout, je me suis dit, mais quelle claque. Donc déjà, c'est très, très bien. Et en plus, quelle claque sur plein de sujets de la vie, quoi. Mais pas que féministes, hein. Donc c'est vraiment intéressant. J'avais découvert aussi Goliarda Sapienza, qui est complètement inconnue, alors qu'elle a écrit un bouquin génial qui s'appelle L'art de la joie. Pareil, je l'avais découvert peut-être vers mes 30 ou 35 ans. Voilà, genre de personnes que je vais suivre aussi. Et du coup, ça, plus des podcasteuses du domaine. Du coup, je vais peut-être les suivre aussi parce que c'est le fond, mais aussi les personnes, leur engagement, quoi. Ok. Pour terminer, il nous reste 2 minutes, 3 minutes. Souvent, je termine par prédiction. Tu vois, bon, on l'a fait un petit peu. Moi, je voudrais peut-être plus creuser le côté un peu parent, parce que je te sais maman. Donc, alors je suis papa aussi, et je sais que quand tu fais de la veille, il faut avoir des routines un peu bien cadrées pour que tout ça soit bien efficace. T'en aurais 2-3 à nous partager pour tous ceux qui sont très en veille sur des sujets, mais qui ont un temps d'attention qui est un peu amputé par 2-3 autres priorités? Bah non, moi, c'est pour ça que l'audio, j'aime bien, parce que ça me semble plus acceptable. Donc, quand je cuisine le soir, genre, j'écoute France Inter, là, le téléphone sonne, je mets la radio. Bon, bah, si les enfants écoutent, sauf si c'est vraiment horrible en ce moment, c'est vrai que c'est un peu Oui, horrible, c'est mais vrai. ça me plaît plus que la télé, donc ça me permet un peu un AirPod de temps en temps, donc un seul sur 2 oreilles pour écouter un Ah peu, oui, mais quand d'accord. même pour faire Ouais, des tâches ouais. ménagères quand tu es dans le tunnel, le soir notamment des enfants. Et après, ne pas trop geeker la nuit quand même dans le rabbit hole. Donc moi, j'ai fait beaucoup de nuits sur Discord à lire des articles sur le Web3. Attention à ça. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je suis un peu plus intransigeante. J'essaye vraiment je fais pas trop, mais comme je suis du soir, de me mettre en mode avion et de prendre un bouquin. Parce que je trouve qu'en fait, le repos aussi, le côté tamis, faire autre chose et tout, c'est ça qui va vous donner les idées. Je pense à un moment, ça sert à rien d'avaler de la veille comme une oie gavée. Et donc moi, j'avais des scrupules à venir sur ton podcast en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui consomme beaucoup de news ou d'infos. Et au final, je me rends compte que j'en consomme quand même beaucoup. Donc, ça suffit en fait quand tu as lu 10 000 fois les mêmes trucs. En plus, voilà, peut-être trouver l'info à sa source et puis ne pas lire en fait les ronds dans l'eau. Moi, c'est ça que je trouve insupportable avec les journaux, les médias classiques, c'est que d'un événement, ils vont te le faire rebouffer 30 fois avec 30 différentes versions. Donc, voilà, s'arrêter à avoir les infos basiques de la journée et puis après passer à autre chose et pas trop de veille non plus, se reposer. Se reposer. Bon, bah, c'est le mot de la fin. Non, mais hyper intéressant ta stack. Moi, je retiens plein de choses. Le côté un peu ta veille un peu prospective sur les tendances, ta nécessité à toi aussi d'aller chercher une respiration dans d'autres choses que ta niche. Ça, c'est hyper intéressant. Le côté, finalement, on n'a pas un temps élargi comme ça. Ça s'est ramené parfois comme peau de chagrin. Faut faire des choix, se préserver mentalement aussi. Et puis, il y a aussi le côté un peu. Et puis peut-être, je termine, pardon, j'ai oublié, mais peut-être écrivez-vous. C'est-à-dire, Oui. moi, depuis que je suis passée de la consommation à la création, je retrouve un regain de plaisir à lire des choses et tout ça parce que ça m'apprend des styles et tout, donc j'en ai plus besoin qu'avant. Et au moins, quand tu crées, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres zones qui s'activent dans le cerveau et tout, c'est quelque chose d'agréable, c'est un peu une activité, un peu créative, même si tu écris un rapport sur ton industrie. Donc ouais, j'ai envie de dire, au moins ouvrez votre newsletter ou votre truc à côté ou postez des trucs sur les réseaux sociaux devenez un peu créateur. Ce côté créateur économie, je trouve, est vraiment très chouette. Je sais plus qu'est-ce qui disait, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Toi, ce serait le meilleur moyen de passer à l'acte, de bien lire, c'est d'écrire finalement. Ça serait un peu ça, quoi. C'est ça. Just do it. Merci Flavie. Merci pour cette belle stack. Si on veut te retrouver, donc LinkedIn, on peut retrouver ton podcast, Le Board, Entreprendre bien entouré, sur toutes les meilleures plateformes d'écoute, j'imagine. C'est ça. Et puis, retrouver aussi le collectif Flit. Donc, tous les liens que tu as cités de tes sources seront sur la plateforme TechSource, donc vous pouvez tout retrouver.
Flavie, je te dis à bientôt et je vous dis également à très vite pour un prochain épisode de TechSource. Merci Alex. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour accéder aux sources de nos invités ainsi qu'aux transcriptions complètes et recevoir chaque nouvel épisode par email, alors une seule adresse, un seul chemin, rendez-vous sur techsource.io. En vous inscrivant gratuitement à la plateforme, vous débloquerez l'accès à toutes les ressources des épisodes de ce podcast. Enjoy!